Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du jeudi 5 janvier 2023. Dans les informations de ce jour, page fait divers pour commencer. C'est le corps sans vie d'une jeune fille de 15 ans qui était employée à Mbouibo que son employeur a envoyé par taxi brousse vers Manazar et Miernarivo hier. Les faits ont été relayés sur les réseaux sociaux, ce qui a suscité également la polémique pour les habitants de Manazar. Selon les témoignages de sa famille, son employeur n'a pas prévenu sa famille du décès de cette jeune fille. En effet, selon cet employeur, elle était malade depuis le 2 janvier dernier avant d'être hospitalisée à Anoussial. Le couple qui serait l'employeur de cette jeune fille est en garde à vue au sein de la gendarmerie de Miernarivo avec le chauffeur du taxi brousse qui a transporté le corps sans autorisation. Aniana Martina nous en dit plus. Comme nous le voyons sur les images, c'est ce que la mère de Johanna, une jeune fille de 15 ans qui travaillait comme gouvernante à Mbouibo, a vu à l'arrivée de la dépouille à Manazar Miernarivo, région Itas hier. Une dépouille qui a été envoyée par ses employeurs. Ces derniers avaient appelé sa mère en affirmant que sa fille n'était plus motivée pour travailler, selon les témoignages de la famille. La mère devrait les rejoindre à Miernarivo hier après-midi. Le couple, employeur de la jeune fille, avait négocié avec un taxi brousse au stationnement de Fassan Karan qui partait pour Manazar pour transporter le corps. Il n'avait pas d'autorisation, mais seulement un carnet qui affirmait la cause du décès était un arrêt cardio-respiratoire. C'était le seul document en leur possession. Cette affaire a suscité la polémique au sein de la population de Manazar hier. Face à cela, le corps a été de nouveau examiné au niveau du CSB2 de Manazar. Les médecins ont affirmé qu'elle a perdu la vie des suites d'une maladie. Aucune blessure ni trace de violence n'a été constatée sur la jeune fille. Selon les explications, cette jeune fille était malade depuis le 2 janvier dernier et a été hospitalisée hier à Anoussial. Elle y a ensuite décédé. Face à cela, le procureur de Miernarivo a donné l'ordre d'ouvrir une enquête au niveau de l'hôpital d'Anoussial pour connaître la cause du décès. 3 personnes sont actuellement en garde à vue au sein de la gendarmerie de Miernarivo, notamment le couple employeur de la jeune fille et le chauffeur qui a transporté le corps sans document légal. Jusqu'à maintenant, les parents de Johanna n'ont pas encore porté plainte. Affaire à suivre. Et toujours à propos de cette jeune fille de 15 ans qui a été admise à l'hôpital Anoussial avant d'y décéder, le ministère de la Santé publique a affirmé que la jeune fille et ses employeurs sont passés à l'hôpital hier matin. Mais la jeune fille était déjà morte au moment de leur arrivée à l'hôpital Anoussial, selon les explications. Face à ce genre de situation, seuls les documents prouvent que c'est déjà un corps sans vie qui est arrivé à l'hôpital et c'est le seul document octroyé par les responsables de l'hôpital Anoussial à la famille de jeune défunte, d'après toujours les explications apportées par le directeur général des fournitures sanitaires au sein du ministère de la Santé publique. Et justement, nous allons vous faire connaître à travers ce reportage les démarches à suivre pour l'octroi d'un certificat de décès avec Radramananzatou et Anzar Hazonarvelu. Des procédures doivent être suivies en cas de décès d'une personne, notamment dans l'octroi des documents en partant de l'hôpital jusqu'au lieu où la dépouille doit être transportée, surtout si l'endroit de décès est différent du lieu d'inhumation en matière de circonscription. Si le décès est survenu à l'hôpital où la personne a été prise en charge, la préparation des dossiers commence au niveau même de cet hôpital, selon les explications. Si le décès est survenu au niveau du domicile, entre autres, avant d'arriver à l'hôpital, des démarches doivent également être suivies dans l'octroi d'un certificat de décès. Après les funérailles, des documents doivent être délivrés par le chef de Foucontagne, le quartier mobile ou encore la commune pour confirmer l'inhumation. Tous ces documents doivent ensuite être apportés au niveau de la commune où le décès est survenu. Ces documents serviront pour l'octroi de l'acte de décès, lequel devrait être fait dans un délai d'1 mois après l'enterrement, selon les explications. Dans les actualités politiques de ce soir, en ce début d'année, les membres du gouvernement ont présenté leurs vœux au président de la République et à son épouse hier après-midi au palais Diavelou. Le Premier ministre et chef du gouvernement, Tsa Christian, a parlé au nom de tout le gouvernement pour les Rayamandjin de la patrie. 2023 sera une année de succès, une année de récolte selon le président Anji Radzuel et comme il l'a toujours souligné, les travaux de développement sont encore nombreux, même si beaucoup ont été déjà faits durant
durant l'année 2022 et cela requiert la solidarité de tous. Le pouvoir exécutif doit être solidaire pour atteindre l'objectif commun qui est la concrétisation de tous les pèlerins nous fait au peuple. L'année 2023 sera aussi l'achèvement du mandat donné à l'État actuel. De ce fait, tous les efforts doivent être fournis pour la réalisation de tous les objectifs tout en travaillant ensemble dans la solidarité. Andien Arvel ou Aïvou Andjiatine est le nouveau gouverneur de la Banque centrale de Madagascar selon la décision du Conseil des ministres hier. Une nomination après la démission de l'ancien gouverneur pour des raisons de santé. Le poste de gouverneur est un poste stratégique pour l'économie du pays, raison pour laquelle il ne doit pas être vacant. Sylvain nous en dit plus. Le décret de nomination du gouverneur de la Banque centrale de Madagascar, Henri Rabardzone, a été abrogé selon la décision du Conseil des ministres hier. Le gouverneur de la Banque centrale a démissionné selon les informations et le Conseil d'administration a accepté sa démission. C'est à travers le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration de la Banque centrale de Madagascar également que l'on sait qu'Henri Rabardzone a démissionné pour des raisons de santé. Il a été à la tête de la Banque centrale de Madagascar depuis le 15 novembre 2019. Après avoir reçu le décret de suspension d'Henri Rabardzone en tant que gouverneur, le Conseil des ministres a immédiatement pris un nouveau décret nommant le nouveau gouverneur de la Banque centrale de Madagascar. Il s'agit de Aïvou Andien Arvel. Avant sa nomination, il a été directeur exécutif au sein du FMI ou Fonds monétaire international. Ce nouveau gouverneur était déjà membre du conseil d'administration du FMI et représentant des 23 pays africains. Il a également occupé le poste de directeur au sein de l'ONG internationale Catholic Relief Service. Selon le Conseil des ministres, le poste de gouverneur de la Banque centrale de Madagascar est un poste stratégique et il ne devrait pas être vacant. Le nouveau gouverneur de la BCM fera très prochainement sa prestation de serment selon la loi. Le mandat de gouverneur de la Banque centrale de Madagascar est de 5 ans renouvelable. La Banque centrale de Madagascar est une structure qui met en œuvre la politique monétaire. Il a également pour mission générale de veiller à la stabilité interne et externe de la monnaie. Restons toujours au niveau du Conseil des ministres d'hier. Le président de la République a émis des consignes justement durant ce Conseil des ministres pour l'ouverture d'une enquête sur la gestion des financements octroyés par l'UNICEF dans la réalisation des projets. Reportage. C'est une honte pour le pays que l'État doive rembourser les financements octroyés par l'UNICEF à cause des dépenses entre 2014 et 2019 qui ne sont pas conformes à la réalisation des projets. En effet, des financements ont été octroyés par l'UNICEF aux différents services publics dans la réalisation de divers projets. Il a été pourtant constaté qu'il y a eu des dépenses inéligibles, raison pour laquelle l'UNICEF demande actuellement le remboursement de ces dépenses dont la totalité s'élève à 3 56 399 155 ariary. Le Conseil des ministres a ainsi validé l'ouverture d'une enquête concernant ces dépenses et tous ceux qui sont concernés par ces dépenses inéligibles devront répondre de leurs actes car il s'agit de détournements dont les auteurs ne devraient pas rester impunis. Le président de la République a ainsi émis des consignes et d'envoyer au plus vite le service d'inspection générale d'État au sein de ces services concernés. Les résultats de l'enquête seront envoyés au Bureau indépendant anticorruption au Bianco afin de pouvoir ouvrir des poursuites judiciaires à l'encontre des responsables. Cette affaire n'a aucun dessous politique ou encore moins d'attaques personnelles, mais cela a été déclenché à cause des contrôles effectués par l'UNICEF sur ces projets. L'UNICEF affirme que les dépenses ne correspondent pas aux projets qui ont été élaborés. Mauvaise gestion ou détournement de fonds, l'enquête et la décision judiciaire y apporteront des réponses. Partant à présent dans le sud du pays, l'année 2022 a été effectivement une année de travail pour la région Ano. Si 30% des infrastructures qui ont été définies au sein du plan de développement de l'État restent à réaliser pour cette année 2023. À cela s'ajoute également l'amélioration du volet social de la population. C'est un reportage de Felna Rakotwarsoul et Asnara Fanzanar. 70% des projets élaborés par le président de la République définis au sein du plan de développement pour la partie sud de Madagascar pour l'année 2022 ont été évalués comme ayant été concrétisés pour la région Anos, en particulier selon le gouvernorat de la région. Parmi ceux qui ont été les plus remarquables figurent la construction des infrastructures, mais aussi les solutions contre l'insécurité et pour le social de la population selon les explications. 3 communes de la région ont tous bénéficié d'infrastructures, notamment dans le district de Tolagnar, Ambossar Sud et Bétchouk, toujours selon les explications.
Néanmoins, des efforts doivent encore être fournis pour le développement de la région pour cette année 2023, comme les espaces verts, la construction de terrains mixtes, des salles de classe, la construction de CSB, mais aussi des marchés, des aires de repos et la poursuite de la construction des routes en pavé, l'éclairage public ou encore les infrastructures hydro-agricoles. Dans un tout autre sujet à présent, page sportive mais aussi page mode. Le football mène à tout. Ainsi, Abel Anissé, l'ancien capitaine des Barréas de Madagascar, se lance dans la promotion du Vita Malagasy à travers une nouvelle marque de vêtements ainsi qu'une collaboration avec une styliste malagasy. Après avoir fait connaître le talent footballistique des Malagasy au monde entier à travers les Barréas, Abel Anissé fait la promotion du savoir-faire malagasy à l'international. C'est un reportage signé Radio Romanazatouv, Antarazanarville. Abel Anissé a débuté sa carrière de footballeur au sein du club Adjessaya. Son talent a évolué et il est devenu un joueur expatrié, ce qui lui a valu une renommée dans le monde du football, surtout après avoir évolué dans le club Ludogorets en Bulgarie, au sein duquel il a participé au match comptant pour la Ligue des Champions. Il a également été membre de l'équipe nationale durant la CAN 2019 en portant le maillot numéro 13. Il a été le premier buteur pour Madagascar durant cette compétition. Il est ensuite devenu le capitaine après Faneva Ima, ce qui lui a valu sa popularité également au niveau des jeunes. D'après les sondages effectués depuis 2021, 90% des jeunes entre 19 à 30 ans aiment la façon de jouer d'Abel Anissé, mais aussi son style vestimentaire. C'est pour cette raison que la collaboration entre lui et un styliste malagasy est née. Ils veulent créer une marque de vêtements dont Abel Anissé est l'ambassadeur créateur de la marque. Le but de ce footballeur est aussi de promouvoir le Vita Malagasy. La marque vestimentaire Made in Madagascar d'Abel Anissé, ex-capitaine des Barréas, sortira cette semaine. Dans les actualités de ce jour également, à l'international, des dizaines de milliers de fidèles se sont réunis aujourd'hui, place Saint-Pierre à Rome, pour assister aux obsèques de Benoît XVI. La cérémonie présidée par le pape François a été suivie d'une inhumation privée dans la crypte de la basilique où reposait Jean-Paul II jusqu'à sa béatification en 2011. France 24. C'est une atmosphère de profonde dévotion ici, place Saint-Pierre. Depuis ce matin à l'aube, on a vu des milliers de personnes venir ici au Vatican. On voit des familles, des jeunes, des anciens, des personnes du monde entier. On a pu parler avec plusieurs de ces fidèles, certains visiblement émus. Ils nous ont confié leur profonde tristesse, l'affection, l'attachement qu'ils ressentent vis-à-vis de ce pontife qu'ils considèrent comme un grand théologien, un exemple d'humilité, quelqu'un qui a défendu les valeurs traditionnelles de l'Église catholique pour garantir la sécurité. Un imposant dispositif a été mis en place. 1000 agents des forces de l'ordre, policiers et carabiniers contrôlent les différents points d'accès et l'espace aérien autour de la place Saint-Pierre a été fermé pendant toute la matinée. Je rappelle que l'on voit ces images en direct donc, de Saint-Pierre de Rome dans la brume pour le début de ces obsèques. Natalia, ces obsèques sont présentées comme inédite. Pourquoi ? Effectivement, c'est une cérémonie qui marquera l'histoire de l'Église catholique. C'est la première fois en 600 ans qu'on assiste à des funérailles d'un pape démissionnaire. La cérémonie devrait durer plus ou moins 2 heures. Le rituel a été modifié. Les textes de certaines prières ont été adaptés au statut de pape émérite de Benoît XVI. À l'issue de la messe, le cercueil sera immédiatement transféré dans les grottes de la basilique Saint-Pierre. C'est là qu'il sera placé dans un deuxième cercueil en zinc qui sera soudé et scellé, puis placé dans un troisième cercueil en bois. Il sera ensuite enterré dans l'ancienne tombe de Jean-Paul II avant d'être canonisé. Être enterré dans ce tombeau est une des dernières volontés de Benoît XVI. Et les Républicains, qui disposent pourtant d'une majorité, n'ont toujours pas réussi hier à se mettre d'accord sur le choix d'un nouveau représentant, d'un président de la Chambre des représentants favoris de cette élection. Leur chef de file, Kevin McCarthy, doit faire face à l'obstruction de la frange la plus radicale de son parti. Un nouveau vote est prévu aujourd'hui. En attendant, les élus américains se retrouvent au chômage technique, incapables de faire passer la moindre loi. France 24. Aucun candidat n'obtient la majorité des suffrages exprimés. Aucun speaker n'est élu.
Pendant 2 jours durant, les votes se suivent et se ressemblent à la Chambre des représentants. Paralysés par leur division, les républicains n'arrivent pas à désigner le speaker de la Chambre. Une vingtaine de parlementaires, la frange la plus radicale du parti appelé Freedom Caucus, ne veut pas de Kevin McCarthy, jugé trop centriste, comme chef de file. Ils ne sont pas assez nombreux pour faire élire leur propre candidat, mais assez pour faire obstruction, du jamais vu depuis un siècle. Nous écrivons une page de l'histoire aujourd'hui. Nous marquons l'histoire dans ce processus. Nous montrons aux Américains que ce processus fonctionne. Nous allons faire quelque chose pour le peuple américain et nous allons réparer la situation. Cela va-t-il être douloureux? Est-ce que ça va être difficile? Oui, certainement. En bloquant l'élection du speaker de la Chambre, ces anti-avortements et pro-armes radicaux veulent peser sur la ligne du parti à l'éléphant. Pour débloquer la situation, Donald Trump a appelé à soutenir l'élu californien. En vain, ces réfractaires ultra-conservateurs ne veulent pas rentrer dans le rang. Nous ferons des compromis, mais nous ne capitulerons pas. Et il y a là une différence très importante. Il y a désormais 222 républicains au sein de notre groupe. Donc, si 20 personnes sont capables de mener la barque comme elles l'entendent, 202 feraient mieux de rentrer chez elles, parce que ça indiquerait qu'ils seraient le Congrès. Le Parti démocrate, lui, se délecte de ses divisions. Le président Biden a qualifié cette situation d'embarrassante. Et la République islamique d'Iran a annoncé aujourd'hui la fermeture de l'Institut français de recherche en Iran en représailles à la publication de caricatures du guide suprême iranien Ali Khamenei dans le journal satirique Charlie Hebdo. Une première étape menace Téhéran. France 24. Dès hier, le ministre iranien des Affaires étrangères a publié un tweet en affirmant que c'était un pas de trop de la part de la France et que l'Iran allait réagir à ce qu'il a appelé les insultes donc à la direction religieuse et politique du pays. Il faut savoir que la place du guide suprême et la personne du guide suprême, c'est une ligne rouge pour les autorités iraniennes. Et en Iran, donc, c'est la ligne rouge qui a été dépassée selon les autorités iraniennes. Dès hier soir, l'ambassadeur de France a été convoqué au ministère des Affaires étrangères pour lui remettre une note de protestation. Et aujourd'hui, les autorités iraniennes ont annoncé la fermeture de l'Institut français de recherche en Iran, qui existe depuis plus de 40 ans maintenant. Donc, une première réaction de la part des autorités iraniennes. D'autres réactions pourraient également intervenir, puisque les autorités avaient annoncé que d'autres mesures pourraient intervenir, notamment contre les journaux ou les médias qui reprendraient les caricatures publiées par Charlie Hebdo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite d'autres programmes. Très bonne soirée à tous. Au revoir.